Bonjour, je suis directrice de l'école du Blanc-Ménil, une école que j'ai créée au mois de septembre et je me propose de vous expliquer comment on apprend à lire à l'école du Blanc-Ménil. Je rappelle que c'est une méthode que l'on pourra appeler écriture-lecture parce qu'on base l'apprentissage de la lecture sur celui de l'écriture. Ceci étant sur le principe alphabétique, étant donné que nous avons une langue alphabétique et non idéographique, nous allons donc travailler à partir de la lettre et du son qu'elle produit. Donc j'ai tout simplement choisi de travailler avec la méthode Baucher qui me convient tout à fait et que je trouve extrêmement riche. Alors avec une iconographie superbe, très colorée. Sur chaque page, à chaque leçon, on a un dessin riche dans lequel on peut nommer des êtres, des animaux, des choses dont le nom contient le phonème, la lettre étudiée. Donc c'est très pratique, on n'a pas besoin d'énormément de matériel. Ce petit livre convient parfaitement. Il a un enseignement, il propose aussi un enseignement de la lecture extrêmement progressif, puisqu'on commence par le I, le O, le A, les voyelles, les sons voyelles très simples, puis les consonnes, le P, le T, le R, le N. Et ces consonnes et ces voyelles associées feront les premières syllabes. Donc très très vite, l'enfant va lire des petits mots qu'il comprend tout de suite comme pipe, pirate, la mule, etc. On a très vite des petites phrases ou des expressions vraiment déjà très riches. En parlant de richesse, ce livre permet à l'enfant d'acquérir un vocabulaire extrêmement riche, fourni, sans aucune difficulté, puisqu'à chaque fois que le mot est évoqué dans la page, on a le dessin qui permet de comprendre ce que le mot veut dire. Donc, et ce n'est pas du tout un vocabulaire désuet. Tous les mots qui sont dans la méthode Baucher sont des mots qu'on peut utiliser, employer toute la journée au XXIe siècle. Pour faire simple, je considère que c'est pour moi la méthode la mieux élaborée. Alors, on pourrait mettre peut-être une petite critique. Certains disent qu'il est dommage que l'on sépare les syllabes dans les mots. Je prends un exemple. La, ga, zel, le. 3 syllabes. Eh bien, par expérience, je peux dire que c'est un soutien extraordinaire pour le jeune enfant. Au début de l'apprentissage avec cette méthode de lecture, la méthode Baucher, l'enfant a une lecture, il annonce, il hachure un peu ses mots parce qu'ils sont présentés, toutes les syllabes étant séparées par un petit espace. Mais je remarque chez mes jeunes élèves de CP et maternelle grand, puisqu'ici on apprend à lire en CP1, que le fait d'aller doucement, de le laisser un petit peu douter de ses capacités et de lire très doucement, très lentement, en assurant un peu ses mots, lui permet comment dire, de ne pas faire de bêtises, de ne pas bâcler son travail et de ne pas dire n'importe quoi. En tout compte fait, ça le rassure en fait les premiers mois. On lui donne ce temps de lire lentement, d'annoncer un peu et d'avancer tout doucement avec prudence. Je pense que c'est très important dans l'apprentissage pour le jeune enfant qu'il ait conscience que même le livre tel qu'il a été conçu lui donne ce temps. Ce qui n'est plus le cas actuellement. C'est une course contre la vitesse. Il faut toujours aller très vite, il faut lire très vite tout de suite. Enfin, mais non, c'est une erreur, une grossière erreur de la pédagogie de ces dernières décennies. Alors qu'on voulait toujours que l'enfant aille très vite et soit tout de suite performant et qu'au CP, il lise au rythme d'un enfant de CM. Ça n'est pas possible. Laissons-lui le temps de lire lentement, d'annoncer, de vérifier. Et je vous assure qu'à la fin du CP, la lecture est fluide et tout à fait expressive.
Ce qui compte, c'est qu'à la fin de l'apprentissage de la lecture, l'enfant ne confonde pas les sons, ne mette pas un mot à la place de l'autre, ne dise pas n'importe quoi quand on lui pose une question parce qu'on ne lui a pas donné le temps de bien lire, de comprendre, de déchiffrer. Je trouve ça extraordinaire et pour moi c'est une qualité que la méthode de lecture donne à l'enfant le temps d'aller lentement et de vérifier et surtout de ne pas bâcler son travail. Avec la méthode Baucher, on ne bâcle pas, on a le temps. Les textes qui sont présentés à la fin du livre de la méthode Baucher sont lus, on va dire, au 3e trimestre, sinon à la fin du 2e trimestre. Puisqu'ici, à l'école du Blanc-Ménil, il nous reste exactement 6 sons à acquérir. Donc on va considérer que pour les vacances de Pâques, les petits auront complètement appris tous les sons de la langue française et connaîtront toutes leurs lettres, sauront écrire toutes leurs lettres. À partir des vacances de Pâques, on lira des histoires entières, La petite poule rouge, Ma sœur la pluie, Le petit poucet, voilà, La pêche d'Isengrin, tiré du roman de Renard. À ce moment-là, le livre présente ses textes sans séparer les syllabes. Donc, c'est bien la preuve que le 3e trimestre sera consacré à l'entraînement à une lecture fluide et parfaite, avec une compréhension parfaite des textes. Je crois vraiment que c'est une qualité de laisser ce temps à l'enfant pour son apprentissage et de ne pas trop vite l'amener à une lecture rapide et vraiment de mauvaise qualité, quoi. Voilà. Le livre Baucher est une méthode d'écriture, de lecture, et je le dis pour tout à l'heure au niveau du calcul, quand on parlera du calcul, elle présente aussi des exercices de calcul au bas de chaque page. Parce que justement, en CP, il faut présenter toutes ces matières en même temps à l'enfant. Ça lui permet de dédramatiser un petit peu les apprentissages. En CP, on doit travailler en manipulant beaucoup, en regardant beaucoup d'images, en ayant toujours des objets sous la main. Et ce petit livre-là qui reprend toutes les matières fondamentales du CP, très léger, très petit, pour moi est parfait, quoi. Voilà. Chaque page reprend, à chaque nouvelle leçon, nous avons tous les sons étudiés précédemment, jusqu'à un certain point, on va dire les 10 leçons précédentes sont systématiquement reprises par la répétition, la lecture des syllabes vues auparavant, les sons étudiés auparavant, pendant 10 leçons à peu près. Tout ça est repris systématiquement. Donc on répète continuellement. Chaque leçon fait l'objet d'abord d'une phase de répétition de ce qui a été fait avant. À chaque fois. La progression est parfaite. Rien n'est laissé au hasard dans la méthode Baucher. L'apprentissage de la lecture en CP est fondamental. Je crois, je pense, je suis certaine qu'il n'est pas du tout question de mettre 2 ans pour apprendre à lire. Si on dit aux gens, aux parents, aux enfants, tu as 2 ans, tu peux apprendre à lire sur 2 ans, CP, CE1, ne t'inquiète pas, tu as tout ton temps pour boucler l'apprentissage de la lecture, on se trompe. C'est un petit peu, contradictoire. Il faut lui laisser le temps de lire en annonnant, en déchiffrant laborieusement les premiers mots. Ce temps-là est nécessaire. Ceci dit, l'apprentissage de la lecture ne doit pas dépasser les 2 trimestres du CP. Les 2 premiers trimestres, ça doit être terminé. On commence en maternelle, si ça marche, si l'enfant est prêt, on peut commencer en maternelle grande section. Mais si l'enfant commence son apprentissage au CP, il ne faut pas que ça dure plus de 2 trimestres. Normalement, fin mars, avril, l'enfant a vu tous les sons
et puis après on va entraîner une lecture fluide. Si l'apprentissage est trop long, si on laisse l'enfant avec des méthodes globales ou semi-globales traîner dans cet apprentissage jusqu'au CE1, jamais, jamais il n'aura parfaitement acquis la lecture. Il aura toujours une lecture laborieuse, avec des confusions de sons, avec des confusions de mots. Et il faut bien se dire qu'un enfant ne peut rien apprendre s'il ne sait pas parfaitement lire. Donc, on va travailler pour commencer le déchiffrage. N'ayons pas peur des mots. Les premières leçons, premier trimestre, on va déchiffrer les mots. On va acquérir de l'aisance. Quand le mot n'est pas connu, ça n'est pas compliqué. On demande à la maîtresse ce qu'il veut dire, ou alors la maîtresse va chercher un dictionnaire ou donne une réponse. Mais dans tous les cas, c'est en lisant que l'enfant va acquérir du vocabulaire. Mais pour lire ce mot, il aura dû le déchiffrer de manière autonome. Et c'est cette autonomie que lui donne la méthode à principe alphabétique. Quand il acquiert les sons, les lettres, qu'il a une autonomie de déchiffrage, il est seul devant son écrit et capable de lire. Bien sûr qu'il aura fallu lui apprendre les mots, les sons, les lettres pour qu'il puisse déchiffrer. Mais une fois qu'il a la maîtrise de ce déchiffrage, il n'y a plus de barrière pour le savoir. Si le mot n'est pas connu, qu'à cela ne tienne, il suffit de demander le sens du mot. Et on s'aperçoit que les enfants qui ont cette méthode-là deviennent très vite autonomes. Au mois de décembre, on a déjà des enfants capables de lire le nom d'un magasin sur une porte, un mot sur une publicité, et les parents reviennent en nous disant « c'est incroyable, il veut toujours lire, il a l'appétit de lire ». C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se tromper sur la progression de l'apprentissage de lecture. On ne peut pas, par exemple, demander à un enfant, parce que c'est la Toussaint, de lire globalement le mot chrysanthème. C'est absurde. Donc, ni de le lui faire écrire. Donc, il faut vraiment suivre une progression qui va de l'élément le plus simple vers les sons, les mots les plus compliqués. Et ne pas risquer de mettre l'enfant dans des difficultés qu'il ne surmontera plus jamais. J'ai vu arriver dans mon école 2 petits-enfants là, qui sont nés à un niveau de CE2 qui ne savent pas lire. Parce qu'on n'a pas suivi cette progression sage, régulière de l'enseignement de la lecture, qui suit celui de l'écriture. Je répète, la lecture s'apprend en apprenant à écrire. Sollicitons aussi toutes les entrées du savoir des enfants. Il peut apprendre en privilégiant sa mémoire auditive, tel autre sa mémoire visuelle, tel autre la mémoire du geste. Donc l'apprentissage de la lecture et de l'écriture doit solliciter toutes ces mémoires. Donc la visuelle, avec les lettres qu'on va voir au tableau, les syllabes que la maîtresse va montrer en exemple au tableau, les mots qu'elle va écrire correctement dans une écriture parfaite pour ne jamais déstabiliser l'enfant. Il va entendre les sons, les lettres. On fera beaucoup d'épellations, par exemple. C'est très important d'épeler les mots, même dès les premiers mots, avec le son des lettres, pi, pe, i, pe, e. C'est très très important, cette épellation du mot. La lecture à voix haute. Par exemple, il est hors de question de laisser un enfant de CP et même de CE1 seul en lecture silencieuse devant son texte. Ça, c'est quelque chose de très important. On a privilégié la lecture silencieuse pendant des décennies. On arrive à des vraies catastrophes. Parce que quand l'enfant lit silencieusement son texte, qui peut vérifier qu'il a correctement déchiffré le mot, qu'il n'est pas en train de faire une confusion? Personne ne peut le vérifier. Et vous avez des enfants qui s'auto-entraînent à faire des bêtises sans qu'aucune personne ne puisse voir qu'il a fait une bêtise, qu'il a mal lu, qu'il a mal compris. Donc, lecture orale systématiquement. CP, CE1, on lit à voix haute tout le temps.
on lit surveillé par un adulte ou un bon lecteur. C'est très important. Donc, lecture à voix haute, épellation, déchiffrage, tranquille, lent et vérifié par l'adulte. C'est extrêmement important. N'oublions pas, solliciter toutes les formes les mémoires, donc visuelles, avec les mots, les images aussi qui permettent à l'enfant de comprendre les mots, l'iconographie, auditive, avec la lecture à voix haute, l'épellation des mots et la mémoire du geste avec l'écriture, qui est un moyen aussi pour mémoriser les mots et leur orthographe. Voilà. Donc c'est très important de bien solliciter tout ça. Je répète, j'ai choisi la méthode Baucher parce qu'elle permet justement d'activer toutes ces mémoires et de donner aussi le temps, je répète, le temps de bien lire, de ne pas faire de bêtises. Voilà, pour ne pas faire de bêtises. Alors la lecture, il a été dit qu'on apprenait à lire jusqu'au collège. Il a été affirmé ça. Ça n'est pas vrai. On apprend à lire au CP. Après, on va perfectionner la lecture. Pour autant, il y a toujours un travail sur la lecture jusqu'au CM, jusqu'au collège. Il est vrai qu'on ne peut pas considérer qu'un élève de CM n'a plus à travailler sa lecture. On peut dire qu'il est encore dans un certain apprentissage de la lecture. Je reviens sur cette lecture orale. CP, CE1, systématiquement lecture orale. On peut mettre l'enfant devant un texte en lecture silencieuse une fois qu'on est certain qu'il est capable de bien le lire, qu'il a compris. Donc ce travail d'oral, on ne peut absolument pas l'évacuer, d'accord? Avec des questions de sens, si on fait lire une petite phrase, on pose une petite question pour vérifier que l'enfant a compris. C'est le meilleur moyen, d'ailleurs, de vérifier qu'il a bien compris. On lui fait répéter, on lui fait relire, on lui fait corriger sa réponse si elle n'est pas bonne. Ce qui suppose donc que la maîtresse ou le maître soit extrêmement disponible pendant ces séances de lecture. Pour le CE2, on va toujours, bien sûr, travailler très souvent la lecture orale, qui doit devenir de plus en plus fluide, cursive, expressive, mais on va peut-être, au niveau du CE2, si les enfants ont été bien préparés avant, ils peuvent commencer à travailler sur des petits textes en lecture silencieuse. Je pense qu'on peut lui proposer un texte pas trop difficile, avec des questions de sens auxquelles il devra répondre. En CM, on travaillera l'expression. La lecture doit devenir parfaitement expressive à la sortie de l'école élémentaire. On ne peut absolument pas envoyer en 6e un enfant qui a une lecture hésitante, monocorde, qui n'exprime absolument rien, tout simplement parce qu'il est en difficulté et qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Le meilleur moyen, à mon sens, de vérifier la compréhension d'un texte, c'est l'expressivité de la lecture. Quand l'enfant lit de manière expressive, quand il arrive à respecter parfaitement la ponctuation, à donner du ton, à faire parler les personnages avec des voix différenciées, etc. Là, on est certain que l'enfant a compris, quoi. On n'a pas besoin de lui donner un questionnaire de 15 questions pour vérifier qu'il a compris. La lecture orale est vraiment très très importante. On diversifiera bien entendu les supports, on lira des poèmes, on lira de la prose, on lira des récits, des scènes de théâtre, c'est très important aussi. Ça, c'est ce que le CM va vraiment travailler, quoi. Voilà. Mais je considère que l'école primaire, enfin l'école élémentaire, a vraiment cette tâche de bien apprendre à lire et de diversifier le plus possible les supports au niveau du CM. Encore une fois, ne pas vouloir aller trop vite. Savoir donner du temps à ces apprentissages fondamentaux. J'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ce sont les textes.
qu'est-ce qu'on va faire lire aux enfants à l'école élémentaire, en maternelle et à l'école élémentaire? Bon, déjà, il est clair que les textes que liront les enfants à l'école élémentaire seront toujours d'excellente qualité, dans un français parfait. Pas de place à la médiocrité, pas de place au texte trop idéologique. Pour moi, on privilégiera forcément la lecture classique, le patrimoine littéraire. C'est fondamental. Si vous n'habituez pas les tout jeunes enfants, si vous ne les baignez pas dans un bain culturel riche, notamment là pour ce qui est de la littérature, des textes, mais c'est pareil dans les autres matières, hein, en musique, en peinture, en dessin, en danse, en n'importe quoi. Si vous ne lui donnez pas une culture classique solide, jamais il ne s'intéressera au patrimoine. Ça n'est pas, après avoir fait 5 ans d'école élémentaire, avec des textes médiocres, dans un mauvais français, ou véhiculant une idéologie assez déstabilisante parfois pour l'enfant, que vous allez l'amener au collège à s'intéresser à une pièce de Molière, ou à Racine, ou à Victor Hugo. Vous fermez des portes dans sa conscience. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'excellence s'apprend tout petit. Si vous mettez par exemple un jeune enfant de 3 ans, 2 ans dans le ventre de sa mère, dans une ambiance, avec par exemple, prends l'exemple du genre musical le plus difficile d'accès, l'opéra. Bon, il n'y aura aucun problème. Cet enfant sera ouvert, pourra écouter des opéras entiers, en tirera un bonheur extrême. Si vous reportez cette, cette imprégnation, cette approche au niveau de son adolescence, et qu'avant vous ne lui avez rien donné d'autre que des choses extrêmement médiocres ou basiques, il ne pourra plus accéder. Donc on coupe des générations entières d'enfants du patrimoine. Alors en l'occurrence dans le cas de la lecture littéraire par exemple, on le coupe complètement. Il n'est pas possible pour un enfant qui n'a été que dans les bandes dessinées, les textes extrêmement faciles, édulcorés, sans aucune richesse de vocabulaire, de syntaxe. Comment voulez-vous qu'arrivé au collège, il s'intéresse à la littérature classique? Donc le professeur n'y arrive plus et les enfants sont fermés. Donc franchement, au niveau de l'élémentaire, on n'a pas le droit de ne pas transmettre à nos élèves les textes du patrimoine. Les livres anciens foisonnent de textes d'auteurs d'une extrêmement grande qualité. Il ne faut pas laisser passer ces phases. Il ne faut pas laisser passer ces stades. Nous sommes obligés, c'est notre devoir d'enseignants, de transmettre à nos élèves ce patrimoine. Donc, tout petit, chez les petits, en maternelle, on va leur lire des contes et des légendes pour enrichir leur personne de tous ces mythes, de toutes ces histoires magnifiques qui, ne l'oublions pas, sont quand même le fondement. Hein, c'est le fondement, c'est ce qui fonde toute la culture, que ce soit en peinture, en musique, en théâtre. C'est toujours fondé sur les grands textes, les grands mythes, les grandes légendes. Donc, si en maternelle déjà, ils sont enrichis par ce patrimoine qui est transmis bien sûr par une lecture magistrale ou par le conte d'un conteur. Bon, en CP, pour la lecture proprement dite de l'enfant, on ne va pas pouvoir le mettre devant un extrait du roman de Renard à un trimestre de CP. C'est pas possible. Mais on devra toujours veiller à ce que les textes qui lui seront donnés soient le plus riches possible. Et on introduira des mots de vocabulaire consistants, importants. On l'amènera quand même à se poser des questions sur son texte. Il faudra toujours veiller à ce qu'il ait un effort à fournir pour comprendre ce qu'il lit. Bon, je prends l'exemple ici, dans la méthode Bochet. On fait la page du XE. Ben, Bochet n'hésite pas à mettre le mot une rixe. Eh bien,
en deux temps de mouvement, les petits ont appris ce que voulait dire une rixe. Et la récréation qui a suivi, ils ont su employer tout de suite spontanément le mot rixe. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc, en CP, l'enfant devra lire des textes qu'il peut comprendre, toujours avec les mots qu'il est capable de déchiffrer complètement, mais on introduira un vocabulaire riche le plus possible. Le patrimoine littéraire, au niveau du CP, tant que l'enfant est dans l'apprentissage de sa lecture, sera transmis par les lectures du maître, les lectures magistrales. Le maître lira des extraits du roman de Renard, on étudiera des poésies de La Fontaine, mais dans tous les cas, on sera toujours vigilant sur la grande qualité des textes. Quant au CM, alors là, le patrimoine est vraiment inépuisable et on peut leur faire lire tout ce qu'il y a de plus beau. Je répète que dans les livres anciens, les livres scolaires qui étaient édités au début du XXe, à la moitié du XXe, on a énormément une manne extraordinaire de textes magnifiques qui peuvent aussi servir de base pour des extraits à la leçon de grammaire, à la leçon de vocabulaire, à la leçon de conjugaison. Voilà, restons toujours dans le patrimoine littéraire le plus possible. Ne jouons pas à l'apprenti sorcier et méfions-nous de tout ce qui est, sans fondement culturel, quoi. J'ai vu arriver par exemple des contes au niveau de la maternelle dans lequel le loup devenait gentil, le chaperon était vert, enfin bref, on tordait tout ce patrimoine qui imprègne le subconscient, l'inconscient collectif. On le tord, on le revoit. Non, moi je préfère éviter ça. Ces lectures peuvent être amenées par les parents à la maison le mercredi, à la bibliothèque, je ne sais quoi, hein, je ne suis pas fermée à tout, mais l'école se doit d'être prudente et d'appliquer le principe de précaution. Voilà. Donc, pour revenir sur la lecture au niveau du CP-CE1, s'il est vrai qu'il ne faut pas hésiter à donner par leçon de lecture au CP, notamment quelques mots que l'enfant ne connaît pas, dont on va lui apprendre le sens et dont il pourra enrichir son vocabulaire, c'est parfait. Je prends l'exemple pour la leçon du X, du XE, donc, avec le mot RIX. Bon, c'était un mot que l'enfant pouvait déchiffrer, dont il ne connaissait pas le sens, on le lui a appris. C'est parfait, c'est cohérent. Mais il faut éviter des textes dans lesquels, en ce moment, c'est la grande mode au niveau de l'école dans laquelle j'étais avant. On nous incitait, par exemple, à faire étudier aux jeunes enfants, CP-CE1, des textes avec déjà beaucoup d'implicites, de l'humour au second degré, des choses comme ça. J'ai remarqué que les enfants étaient très déstabilisés par cette littérature, parce qu'elle accumule les difficultés. On ne peut pas demander à un enfant qui est en train d'apprendre à lire en même temps appréhender le sens second d'un texte, l'humour, l'implicite. Je pense que pour le petit enfant de CP, CE1 et même CE2, les textes doivent être, dans son monde, des textes qui racontent sa vie d'enfant, ce qui se passe à la maison, ce qui se passe à l'école, dans un très très bon français. Je reviens là-dessus, dans un excellent français, avec une syntaxe riche et un vocabulaire riche, mais qui lui parlent, qui sont de son monde. Ce qui était le cas dans les livres anciens. Je prends l'exemple du Petit Gilbert, là, ce petit livre premier livre de lecture courante qui est encore édité chez Belin. Ce sont des histoires très bien écrites, hein, mais que l'enfant peut comprendre, qui lui parleront tout de suite, qui n'ont rien à voir avec ces textes ambigus et véhiculant déjà des idées de grandes personnes, on dirait. Voilà. Donc faire très très attention à ça. Pas trop d'implicite et de complications d'un point de vue du sens.